Ouagadougou, façade télécom. Le silence craque. À l'aube, des blindés bouclent un bloc discret. 8 années d'écoute couvrant jusqu'à 85% des réunions surgissant en preuve, puis la poussière retombe en 72 heures, comme un verdict. Le public retient son souffle quand Ibrahim Traoré choisit la tempête plutôt que la docilité. Que vaut encore une nation qui se tait? Ce Djiji pour là, la souveraineté change d'adresse. Ce récit promet la cartographie précise d'une crise qui savait quand et jusqu'où le réseau s'est étendu. Le bénéfice, pour le lecteur, est clair comprendre. En 10 à 12 lignes de levier, comment un État minuscule engage un géant. Les faits spours suffisent. Une base télécom, dissimulée antenne, console d'écoute, relais satellite. Des transmissions chiffrées partaient chaque nuit, corrélées au pic diplomatique. Une note perdue, le badge d'un sous-traitant devient fissure dans le vernis. Puis l'opération encerclement, disque dur détruit, serveur en flammes. À 9 heures, le premier rapport confirme l'essentiel, l'État était écouté depuis son propre territoire. Les enjeux dépassent l'espionnage. Ils touchent la dignité et le pouvoir d'agir dévoilé. C'est rompre un pacte implicite de dépendance. Se taire, c'est l'accepter. À midi, l'ambassadeur est convoqué. Le mot d'ordre se condense. Parlez-moi de respect. Bon, 72 heures. Pour quitter le territoire, la mèche brûle. Nous suivrons le fil révélation graduelle, preuves techniques, répliques économiques, puis onde continentale. Voici la première révélation, l'ampleur est chiffrée. 8 ans d'enregistrement couvrant 95% des réunions sensibles. Corrélation 92% entre négociations majeures et pic d'émission. Puis, une autre révélation apparaît. La fuite n'est pas locale. Des liens mènent vers des serveurs à l'étranger, avec rotation de contractants sur 3 mois. La genèse se tisse en marge. Un colonel de la sécurité remet un dossier scellé à Ibrahim Traoré, photo d'antenne, manifeste logistique, horaire de véhicules diplomatiques. Rien de spectaculaire, mais trop exact pour être innocent. Pendant des semaines, le président observe sans bouger entrée, sortie, anomalie discrète. La curiosité se transforme en vérification, puis en conviction. Quand l'ordre de contrôle tombe, la fiction s'effondre. À l'intérieur, des costumes détruisent disques durs et dossiers. Dehors, les unités d'élite coupent la surveillance, pénètrent, sécurisent. Les ingénieurs relèvent consoles d'écoute, relais satellites, générateurs isolés du réseau national. Le centre télécom n'en est pas un. Le symbole pèse autant que la preuve. Un État minuscule sur la carte devient l'épicentre d'un séisme discret. Les alliés d'hier s'apprêtent à juger, les bailleurs à sanctionner. Mais l'équation est morale, avant d'être matériel protégé, ne commence pas par espionner. Le communiqué officiel tranche ses pourtes, ni rupture cherchée, mais transparence exigée. Le lendemain, l'expertise déroule ses 3 volets. Technologique, équipement non enregistré, connexion vers les États-Unis et l'Allemagne, logistique, véhicule hors horaire, matériel non déclaré, opérationnel badge sans autorisation du ministère local. La chaîne probatoire se ferme. P. Pourtant, la controverse s'allume ailleurs, coopération antiterroriste invoquée, imprudence dénoncée, populisme allégué. Dans les rues, un mot prend feu dignité. Et la question laissée en suspens depuis le départ revient, taillée en acier. Jusqu'où aller pour défendre l'honneur d'une nation? Le fil conducteur s'ancre dans des trajectoires humaines. Premier cas, un chef de la sécurité nationale, silhouette austère, passé sous 3 régimes, qui prévient scinder pour « et… » Ils répliqueront par l'argent, pas par les armes. La scène est brève, mais elle éclaire la suite. Le terrain décisif n'est pas militaire, il est financier, diplomatique, médiatique. Deuxième cas,
une équipe d'ingénieurs burkinabés confrontés aux décombres brûlants, serveurs calcinés, fragments de mémoire, tronçons de câbles. Leur travail ne tient pas du spectaculaire, mais du patient cartographier les fréquences, dater les pics, recouper avec les agendas officiels. Le résultat, déjà, fait système des transmissions de nuit, régulières, indexées aux négociations. Dans les chancelleries, le cadrage se déplace. On parle moins de bavure que de lignes rouges institutionnelles, une base non déclarée, sur sol souverain, adossée à des immunités diplomatiques. Dans les rédactions, un autre basculement, le pays minuscule devient centre d'onde. L'affaire locale, miroir continental. Les ministres débattent prudence pour préserver alliance ou brèche historique pour rompre une dépendance invisible. Les caméras fixent un président qui ne hausse pas la voix, mais retire le masque. Le soir, le ton change dans les marchés, et les radios communautaires, la stupeur cède au mot dignité. Tout commence par un ordre bref, exécuté sans communiquer. 5h30 du matin, Ouagadougou dote encore. Les blindés encerclent le centre télécom. Silence. Les unités d'élite neutralisent les sentinelles, coupent les flux. Une opération chirurgicale, sans blessés, sans éclat. À 7h, le complexe est sous contrôle. Les flammes montent dans la Képour. Des hommes en costume brûlent dossiers et disques durs. Les ingénieurs découvrent consoles d'écoute, relais satellites, générateurs isolés. Le décor de fiction s'effondre. 9h, un rapport provisoire confirme le pays a été espionné depuis son propre sol. Midi, convocation express de l'ambassadeur américain. Ibrahim Traoré pose sur la table un dossier scellé photos, relevés, communication interceptée. « Ne me parlez pas de sécurité régionale, dit-il. Parlez-moi de respect. » 15 minutes d'entretien, puis l'ultimatum 12 heures pour plier bagages. Le soir même, le gouvernement se réunit. Certains ministres, inquiets, redoutent les représailles économiques. D'autres saluent le courage d'un geste qu'aucun chef d'État africain n'avait osé. Dans les cafés, la nouvelle se propage dignité. Le lendemain, les analystes comptent 8 ans d'enregistrement, 12 térapoctets de données interceptées, une corrélation de 14% entre négociations et émissions nocturnes. Le constat est mathématique, mais la portée, politique. Dans les chancelleries occidentales, on parle de rupture du consensus sécuritaire. Dans les rédactions, on s'interroge comment un pays de 20 millions d'habitants défie-t-il l'empire du renseignement. Les chiffres deviennent si un symbole, les P, pourcentage, preuve, les téraoctets, sépourage. Les critiques pleuvent imprudence, populisme, provocation. On prédit croissance en recul de 3%, inflation à 18%, fuite des investisseurs. Les colonnes d'opinion s'alignent, les graphiques s'accumulent. Mais Ibrahim Traoré répond point par point, les partenariats de passé n'ont pas empêché les attaques djihadistes. La sécurité ne se mesure ni en drones, ni en dollars, mais en confiance. La réplique est simple, presque sèche, la dignité précède le développement. Dans les marchés, on commente. Dans les universités, on cite. Dans les rues, on reprend ces mots. La peur se transforme en orgueil. Le fil narratif change de ton d'un scandale d'espionnage, naît une redéfinition du pouvoir africain. Le Burkina Faso, minuscule sur la carte, devient centre de gravité morale. Cette Djipournée, séquencée heure par heure, trace la courbe de la découverte au verdict, du secret à la lumière. Et dans la clarté crue du soir, un président mesure le prix du choix, la tempête vaut mieux que la soumission. Tout commence par une base, puis vient le delta, la variation. Avant la révélation, la dépendance économique du Burkina Faso atteignait un pic discret mais réel, 65% du budget national provenait d'aides étrangères, et près de 15% des projets d'infrastructure dépendaient de financements extérieurs. Ce rapport, publié avant la crise, constituait la base du statu quo. Après l'affaire, le delta fut immédiat retrait, gel, suspension. En moins de 2 semaines,
400 millions de dollars d'aide furent suspendus. C'est la première mesure, elle illustre la réaction financière classique à un acte souverain perçu comme défi. L'État dut réduire ses dépenses publiques de 17%, réajuster les priorités, reporter certains chantiers. Deuxième mesure, une compression budgétaire inédite, absorbée sans effondrement. Enfin, l'économie locale enregistra une inflation temporaire de 18%, reflétant la tension sur les importations essentielles. Troisième mesure, elle matérialise le coût assez court terme d'un choix politique souverain. Mais les chiffres, s'ils traduisent de la secousse, n'en épuisent pas le sens. Ibrahim Traoré n'y vit pas seulement un recul, mais une mesure de résilience. À la différence d'autres États du Sahel, son gouvernement fit le choix de substituer les flux extérieurs par des circuits internes. Le ministère des Finances mit en place un plan d'urgence fondé sur 3 leviers sobriété publique, relance de la production locale, mobilisation communautaire. Les premiers effets, inattendus, redessinèrent la pourbe les coopératives agricoles augmentèrent la production de maïs de 45% en un an. Des startups de cybersécurité recrutèrent des ingénieurs revenus de la diaspora. Et les médias burkinabés prirent un ton nouveau analytique, affirmé, patriotique. La statistique devient alors symbole. Ce qui, ailleurs, s'appellerait contraction, s'interprète ici comme mutation. Les indicateurs économiques classiques PIB, taux d'investissement, ne captent pas le rapport de confiance, ni l'effet d'entraînement civique. Le président l'exprime d'une formule, l'indépendance ne se déclare pas, elle se pratique. Le passage d'une économie dépendante à une économie autoportée s'opère à la marge, par adaptations successives, mais l'esprit change tout. À mi-parcours de son mandat, le pays maintient un équilibre inattendu, croissance ralentie mais non négative, inflation maîtrisée, mobilisation populaire intacte. L'aide étrangère se transforme en simple variable, non en condition de survie. Dans les capitales régionales, les analystes parlent de paradoxe Traoré, plus la pression s'accroît, plus la cohésion interne se renforce. Ce phénomène, mesuré en données et observé en comportement collectif, réunit économie et psychologie. Les chiffres, finalement, décrivent une morale, la perte calculée d'un confort vaut la conquête d'une dignité. Et le delta, cette fois, ne se lit plus sur les graphiques, mais dans le regard d'un peuple. 2 récits s'affrontent depuis la révélation. Le premier, porté par les chancelleries occidentales, se veut pragmatique. Le geste d'Ibrahim Traoré serait une erreur tactique. Sans soutien international, disent-elles, un pays enclavé ne peut absorber les chocs financiers ni contenir la menace terroriste. Les arguments chiffrés abondent de 3% de recul de croissance, 18 d'inflation, 400 millions USD d'aide suspendue. Les modèles économiques, calculés hors contexte, concluent à l'isolement inévitable. Le second récit, africain, renverse la logique. Il affirme que la dépendance chronique a précisément alimenté la fragilité. Chaque dollar conditionné réduisait la marge d'autonomie. Chaque base étrangère grignotait la confiance populaire. Pour ses défenseurs, l'acte du président n'est pas un coup de tête, mais une correction de trajectoire, un rééquilibrage historique. La confrontation essaie donc asymétrique, chiffre contre mémoire, puissance contre volonté. Mais le Stillman, l'argument d'acier, oblige à reconnaître ce que l'adversaire a de valide. Oui, la rupture a coûté cher. Oui, le risque sécuritaire demeure réel. Cependant, la réponse de Ibrahim Traoré introduit un paramètre que les modèles n'intègrent pas, la dynamique morale. Une société convaincue de sa valeur supporte des privations sans effondrement. Le patriotisme civique agit comme multiplicateur de résilience. Les données de production agricole, plus 45%, et de création d'entreprises locales confirment cette élasticité. Les observateurs neutres notent une autre inflexion, la politisation du citoyen ordinaire. Dans les marchés, on cite des articles de loi. Dans les lycées, on débat des traités régionaux. Dans les médias, on analyse les flux financiers. La conscience publique devient outil de défense. Ainsi, le contre-argument au fatalisme économique n'est pas idéologique, il est empirique.
Quand un pays choisit la dignité comme variable indépendante, les équations habituelles cessent d'expliquer l'avenir. Et c'est là, peut-être, le vrai paradoxe du moment: la souveraineté n'est pas rentable. Elle est contagieuse. Le réseau n'était pas unique. 3 autres installations similaires existaient dans la région reliée, synchronisées, formant un maillage discret à l'échelle du Sahel. P. Pour Ibrahim Traoré, la découverte transforme l'affaire d'État en affaire continentale. Ce n'est plus seulement le Burkina Faso contre une agence étrangère. C'est l'Afrique entière confrontée à un système d'écoute intégré. La phrase qu'il prononce à la télévision nationale devient ligne de fracture. Si nous restons silencieux, nous trahissons tout un continent. En 48 heures, le discours résonne au-delà des frontières, appel de 3 dirigeants voisins, éditoriaux, manifestations de soutien. Le tabou se brise. L'idée circule: la souveraineté n'est plus un mot, c'est un front. Les répliques suivent la logique d'un séisme: suspension d'aide, rappel d'attachés militaires, déclaration d'urgence diplomatique. Mais la réaction intérieure prend une autre forme dans les rues de Ouagadougou. On parle de renaissance, non de crise. Le centre du récit se déplace de la dénonciation vers la reconstruction. Le midpoint scelle la bascule: le pays cesse d'être une victime, devient un modèle. Au niveau national, à l'échelle de l'État, la rupture diplomatique agit comme un test de résistance. Le gouvernement, privé d'aides extérieures, réduit ses dépenses publiques de 17%, réoriente la fiscalité vers la production locale et crée un fonds de solidarité alimenté par des contributions volontaires. Dans le disque pourse de Ibrahim Traoré, ces chiffres deviennent promesses. Si l'on nous ferme le robinet, nous creuserons notre puits. En moins d'1 an, les revenus agricoles augmentent de 45% et la dépendance budgétaire chute sous les 50%. L'État démontre qu'un redressement peut s'amorcer sans capitaux étrangers, pourvu que la confiance interne tienne. Du côté des entreprises, les sociétés burkinabées subissent d'abord un choc brutal: contrats suspendus, chaîne d'approvisionnement rompue, importation ralentie, mais ce recul déclenche une phase d'innovation forcée. Une entreprise textile abandonne l'exportation pour produire localement. Des startups de cybersécurité surgissent, recrutant des ingénieurs revenus de la diaspora. De petites coopératives agricoles créent leur propre circuit de distribution. En 12 mois, le tissu économique se densifie, moins dépendant, plus agile. Le risque devient moteur d'adaptation. Paix pour les citoyens, pour les habitants, la crise se transforme en apprentissage collectif. La pauvreté demeure, mais la honte recule. Les médias, autrefois prudents, adoptent un ton affirmé. Les enseignants citent désormais le nom d'Ibrahim Traoré dans les sépours d'histoire contemporaine. Les jeunes lancent des campagnes. Nous ne sommes pas à vendre. Dans les villages, la fierté remplace la résignation. Une infirmière résume la mutation. Nous avons perdu du matériel, mais nous avons gagné le respect. Les indicateurs sociaux confirment la tendance: participation civique accrue, moindre émigration, hausse des inscriptions scolaires. Le sentiment d'appartenance devient capital politique. Enfin, paix pour la région et les voisins, au-delà des frontières. Le séisme fait tache d'huile. Au Mali, au Niger, au Tchad, les débats sur la souveraineté refont surface. Des tribunes publiques questionnent la présence étrangère sur leur sol. 3 semaines après l'annonce, des dirigeants voisins évoquent une coalition morale du Sahel. Le geste d'un seul homme devient catalyseur d'une conscience régionale. Les organisations panafricaines s'en inspirent, réévaluant leurs traités et mécanismes de sécurité. Le mot-clé n'est plus crise, mais référence. Ainsi, les conséquences de la décision dépassent les tableaux économiques. Elle reconfigure la psychologie d'un continent. D'une opération d'exfiltration de données est née une réinjection d'estime, et dans ce renversement se trouve la preuve.
le sépourage peut être productif. Dans un scénario de base, le Burkina Faso se maintient sous pression, mais debout. Les flux d'aide restent suspendus. La croissance tépourne haute pour de 1,5%. L'inflation demeure à 2 chiffres, mais stable. Les revenus agricoles, stimulés par les coopératives, compensent partiellement la contraction industrielle. Ibrahim Traoré mise sur une diplomatie de substitution-alliance avec l'Asie. Partenariat sud-sud, commerce régional. Les équilibres sont fragiles, mais le pays tient par discipline plus que par confort. Le récit officiel insiste sur l'endurance. Ce que nous bâtissons lentement durera longtemps. Dans un scénario optimiste, la brèche ouverte devient passage. Inspiré par l'exemple burkinabé, 2 ou 3 États voisins réclament des audits sur les installations étrangères. Les institutions régionales redéfinissent leurs chartes hautes pour du principe d'autonomie. L'Occident, contraint, ajuste sa posture partenariat sans tutelle. Le Burkina Faso se transforme alors en symbole continental, non en exception. Les flux commerciaux se réorientent vers de nouveaux pôles. Les investissements locaux reprennent. Le pays devient laboratoire d'une souveraineté africaine tangible. Enfin, dans un scénario plus sombre, les sanctions financières se prolongent. Les bailleurs maintiennent l'isolement. La devise se fragilise. Le climat social se tend. Des acteurs extérieurs exploitent les fractures internes. L'appareil d'État s'épuise à contenir la pression. P. Pourtant, même dans cette hypothèse, le coup ne serait pas vain. La perte de confort se change en gain symbolique. Les populations, conscientes d'avoir choisi leur destin, refusent de leur être pour à la dépendance. Un vieux proverbe revient souvent dans les marchés: la pluie lave la terre, mais le feu la purifie. Ce que l'on peut en conclure, les analystes du Sahel retiennent une leçon raisonnée en termes de valeur nette de liberté. Une nation peut perdre du capital financier et gagner du capital moral. L'avenir, dans les 12 mois à venir, ne dépendra pas du volume d'aide restaurée, mais de la cohérence intérieure entre disque-bourse et action. Et dans cette équation, la variable la plus stable porte un nom: Ibrahim Traoré. Chaque spectateur du récit y trouve un miroir. D'abord, le premier groupe, les citoyens burkinabés. P. Pour eux, l'histoire d'Ibrahim Traoré n'est plus celle d'un dirigeant, mais d'une redéfinition collective du mot nation. Les témoignages se répétant, enseignants, commerçants, soldats, tous décrivent un changement invisible mais profond, moins de peur, plus d'assurance. Dans les marchés, on cite ces phrases comme des proverbes. Dans les écoles, les élèves apprennent à dater le Gépour de la dignité. La suggestion pour ce groupe est simple: conserver la mémoire active. Transformer la fierté en vigilance civique, pour que le sépourage ne se fossilise pas en légende. Ensuite, le second groupe, la diaspora africaine. Dans les capitales d'Europe ou d'Amérique, les communautés burkinabées redécouvrent ainsi un récit qu'elles pensaient perdu, celui d'une Afrique agissante. Les associations culturelles diffusent le disque-bourse, organisent des débats, lèvent des fonds pour des projets locaux. Une idée se propage: la souveraineté commence par la contribution, pas seulement par la revendication. Suggestion: réinvestir symboliquement le pays par la connaissance, l'innovation, le mentorat. Enfin, le troisième groupe, les observateurs extérieurs. P. Pour eux, le cas burkinabé devient étude de cas: comment un petit État déplace l'axe moral d'un continent. Les médias étrangers, souvent sceptiques, découvrent la constance derrière la rhétorique. Une minorité d'intellectuels admet qu'il s'agit moins d'un populisme que d'une philosophie politique. Dans chaque regard, le même vertige: un pays de 28 millions d'habitants a prouvé qu'une décision peut valoir un manifeste. Ainsi, le spectateur, qu'il soit proche ou lointain, se voit invité à repenser sa propre obéissance. Et la question suspendue demeure: qu'est-ce qu'un peuple libre, sinon un peuple qui choisit de le rester? La crise devient méthode. Ibrahim Traoré transforme l'insoumission en plan d'action.
Il baptise ce programme Renaissance burkinabé 5 étapes P pour convertir la colère en construction. Première étape, souveraineté alimentaire. Objectif, cultiver P pour ne plus dépendre. Action, mobiliser les villages, créer des coopératives, garantir des prix d'achat. Résultat, tuer 45% de production de maïs en un an, selon les relevés ministériels. Mesure, équilibre des stocks et réduction des importations. Deuxième étape. Souveraineté numérique. Objectif, protéger les communications. Des ingénieurs formés localement conçoivent un réseau chiffré, indépendant des serveurs étrangers. Indicateur taux d'autonomie technologique supérieur à 70% dans les services publics. Troisième étape. Éducation patriotique. But, replacer l'histoire africaine au centre du programme scolaire. Les écoles révisent leurs manuels. Les enseignants citent désormais les figures du continent. Mesure, participation accrue des élèves et réduction du décrochage. Quatrième étape. Industrialisation locale. Des matières premières, autrefois exportées brutes, sont transformées sur place. Une usine textile ouvre à Bobo Dioulasso. 3000 emplois créés. Indicateur hausse de 12% de la valeur ajoutée industrielle. Cinquième étape. Culture et récit. Le président affirme raconter soi-même son histoire avant que d'autres ne la réécrivent. Soutien au cinéma, à la musique, à la littérature, la culture devient pilier de souveraineté. Ainsi, chaque axe lie une cause à un résultat mesurable. Le plan ne vise pas la perfection, mais la continuité. Cultiver, coder, enseigner, produire, raconter. Le pays qui refusait de plier apprend désormais à bâtir debout. Un matin, Ibrahim Traoré retourne sur le site où tout a commencé. Là où se dressait l'antenne américaine, il ne reste qu'un champ silencieux. Sur ce sol brûlé, il fait construire une école publique, au nom simple liberté. Devant les enfants rassemblés, il murmure « Voici la seule arme que nous devons brandir désormais ». Ce geste boucle le récit, la base qui espionnait devient lieu d'apprentissage. Les murs qui captaient le secret transmettent désormais la connaissance. La boucle morale se referme, non par vengeance, mais par transmission. Haute-Pour, le vent de Ouagadougou transporte un murmure. Le pays s'est redressé parce qu'un homme a refusé de plier. Les fresques sur les murs reprennent son image, non en chef, mais en symbole. Le visage d'un président devient celui d'une idée. Et dans les regards des enfants, la promesse se reforme. Tranquille, patiente. L'histoire du Burkina Faso ne se lit plus dans les rapports de bailleurs, mais dans les visages de ses citoyens. Le nom d'Ibrahim Traoré n'appartient plus à la politique. Il appartient à la mémoire. Chaque geste, chaque mot, chaque école construite prolonge une idée simple, un pays peut choisir la dignité avant le confort. Paix. Pourtant, cette idée ne doit pas rester confinée à ses frontières. Elle interroge chaque conscience africaine, chaque génération appelée à reprendre le flambeau. Les empires changent de forme, mais la soumission, elle, garde le même visage. La seule différence réside dans le choix se plier ou se relever.